France, on aime bien mettre en avant les métropoles, puisque ce sont elles qui concentrent une bonne partie des investissements, des emplois, des jeunes diplômés et de la croissance. Alors, sans elles, est-ce que les territoires ont un avenir? C'est la question dont vont débattre Quentin Commet de Génération Libre et Patrick Lévy-Weitz de la Fondation Travailler Autrement, que j'invite à me rejoindre. Donc le principe de la battle, c'est quoi? Alors, c'est pas montre en main, hein, on est moderne, donc c'est smartphone en main. On dispose de 20 minutes que je vais chronométrer en essayant de répartir équitablement la parole. Alors, il n'y a pas de gants de boxe, hein. En revanche, vos gants de boxe, ce sont vos arguments. Donc c'est parti pour cette première battle. Alors peut-être en guise d'échauffement, vous pouvez nous présenter en 2 mots votre groupe de réflexion. Patrick Lévy-Weitz. Bonjour à tous. La Fondation Travailler Autrement, c'est un ovni, j'ai l'habitude de dire, dans le monde des think tanks, puisque c'est été créé il y a maintenant 5 ans, avec des acteurs qui vont depuis la CGT jusqu'aux plus libéraux dans notre pays, en passant par tous des acteurs scientifiques, opérationnels, des gens de terrain, avec un seul objectif, analyser, proposer évidemment des modalités de transformation liées au monde du travail. Le monde du travail est en une mutation absolument centrale. Et quand je dis mutation du travail, c'est évidemment très très large, puisque ça impacte énormément de sujets. Et donc on essaye de faire en sorte, dans les travaux qu'on fait, de rejoindre les mégahertz du dialogue des citoyens avec le mégahertz des institutions, souvent des technocraties ou de la technocratie que nous connaissons dans le pays, pour essayer de retrouver le chemin d'action concrète et opérationnelle et efficace. Quentin Commet. Merci beaucoup. Donc, j'interviens au titre du think tank Génération Libre, dont le positionnement est très clair. C'est un think tank qui défend la liberté sous toutes ses formes, toutes les libertés. Donc ça ne se simplifie pas au libéralisme échevelé de la finance, c'est aussi un libéralisme réglementaire, donc qui plaide pour un allègement des normes, un libéralisme sociétal qui peut avoir trait à la GPA, ou un libéralisme qui concerne aussi la libéralisation du cannabis, par exemple, ou la protection des données. Donc voilà, le positionnement de Génération Libre, qui n'est pas que économique, mais aussi économique, c'est autant philosophique qu'économique, c'est la promotion de cette valeur au niveau de l'individu essentiellement. Alors, puisque vous démarrez cet après-midi d'échange, peut-être qu'une petite remise en perspective s'impose. Quentin Commet, historiquement, l'aménagement du territoire à la française, on peut dire que, en gros, sans caricaturer, c'est Paris qui décide pour tout le reste du territoire. Vous êtes d'accord? Alors, c'est comme ça que l'aménagement du territoire, en tout cas, est né en France. D'abord, l'aménagement du territoire, faire de l'aménagement du territoire une politique très structurante et très visible, c'est une exception française. Tous les pays n'ont pas ce souci de l'équilibre territorial. Et en France, l'aménagement du territoire a eu ses plus grandes heures au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il fallait reconstruire le pays. Donc c'est un aménagement du territoire qui voulait, d'une part, redoter le pays d'infrastructures modernes, donc ça passait par des ports ou des grandes infrastructures, et aussi utiliser l'espace qui était peut-être moins mis à profit à l'époque, qui était l'espace hors Paris. On parlait à l'époque de Paris et du désert français, et c'était cette dichotomie que l'aménagement du territoire voulait rompre à l'époque. Et donc, il avait une visée essentiellement de compétitivité et économique. Aujourd'hui, quand on parle d'aménagement du territoire, on entend plutôt l'équilibre territorial ou la cohésion territoriale. Et donc, ça s'inscrit dans une logique de redistribution et une logique sociale qui n'est pas du tout la même et dont les fondements sont profondément différents, dont on pourra sûrement débattre aujourd'hui, parce qu'on peut poser la question de la nécessité de la redistribution entre territoires. Est-ce que la redistribution ne devrait pas uniquement se fonder sur l'individu, redistribuer les richesses entre individus? Ensuite, l'endroit où vont habiter ces individus est secondaire. Et à la limite, si on peut formuler les choses de manière un peu provocatrice, considérer qu'un territoire déshérité se dépeuple ne doit pas forcément être une mauvaise nouvelle, si tant est que les individus aient l'opportunité de le quitter. Vous êtes d'accord, Patrick Lévy-Weitz? Non, et je voudrais, avant de revenir sur ce qui vient d'être dit, d'abord, le titre même de la première battle, qui est de dire « sans métropole, pas d'avenir », moi j'aurais eu tendance à dire « sans territoire, pas d'avenir ». Parce qu'en réalité, la question des métropoles n'est plus un sujet, c'est une donnée. On a aujourd'hui 12 métropoles en France qui ont créé 70% d'emplois. Alors on peut considérer qu'on continue comme ça et que donc on déserte et finalement on essaye de bâtir un pays autour de 12 métropoles et on laisse mourir l'ensemble du territoire. On peut considérer que si la liberté, on laisse librement, comme le proposait Quentin, on laisse librement se faire les choses, eh bien on déserte
en gros 90% du territoire du pays. Parce que c'est en gros ça sur le plan territorial. Ça n'a aucun sens. Et d'un autre point de vue, la question qui nous est posée, c'est en quoi la révolution ou les révolutions que nous connaissons sont des révolutions qui peuvent précisément et qui doivent précisément intégrer l'ensemble des territoires, évidemment sans doute différemment de ce que ça a été fait dans le passé. Parce que si on venait à dire qu'on laisse les personnes être attirées par un système qui concentre les richesses, qu'on ne construit pas un territoire équilibré, cela vaudrait donc dire qu'on demande clairement comment on loge la totalité des personnes qui sont dans les territoires, comment on produit ce que produisent les territoires, et comment on fait de ce pays qui est le premier ou le deuxième pays touristique au monde, comment on continue, première industrie en fait en France, comment on fait que cette industrie elle perdure. Mais à l'appui de ça, la question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les révolutions qui sont en marche. Tout à l'heure, Philippe Vasseur et Xavier Bertrand parlaient de ces révolutions et nous apportaient leur questionnement finalement sur ces révolutions. Elles sont, de mon point de vue, au nombre de 3 et elles méritent absolument d'intégrer les territoires dedans. D'abord, une révolution technologique, la révolution Internet, la révolution numérique. Elle provoque et elle produit quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, c'est qu'elle embarque avec elle le travail. Quand vous aviez des infrastructures, le financement d'infrastructures d'autoroutes, ensuite commencez à se dire qu'est-ce qu'on va y faire. Aujourd'hui, quand vous avez une infrastructure numérique qui arrive dans un territoire, vous commencez à travailler. Vous commencez à rassembler des personnes et vous commencez à créer de l'hybridation d'activités. Donc en réalité, pour la première fois de l'histoire, on a une infrastructure qui va permettre de délocaliser et de relocaliser des activités dans les territoires. Je voudrais juste préciser maintenant, puisque vous parlez de révolution numérique, que vous êtes chargé par le gouvernement d'une mission sur le coworking. Donc la révolution numérique, pour vous, elle peut servir à rééquilibrer les territoires. Alors, mission sur le coworking et les nouveaux lieux de travail et les nouveaux lieux qui existent sur les territoires. La révolution numérique, elle emporte la capacité de faire du nouveau dans les territoires. Et l'idée que les territoires ne pourraient pas s'en emparer au même titre que dans les métropoles, c'est une idée, à mon avis, totalement absurde. J'ajoute que quand on dit que 50% des métiers, on ne les connaît pas, si on ne les connaît pas, au nom de quoi on ne pourrait pas les produire aussi à distance. Et j'ajoute, parce que c'est important, parce que je trouve que dans le débat qu'on a aujourd'hui, je rappelle que les imprimantes 3D, dont on est au tout début de la révolution des imprimantes 3D, de ce qu'elles vont provoquer dans le monde industriel, dans la capacité de fabriquer en petit nombre dans les territoires. Et donc, demain, vous irez regarder sur Internet les verres que vous avez envie, vous aurez la puce, vous aurez la possibilité de les fabriquer à l'instant T, là où vous vivez, c'est-à-dire pas forcément dans une métropole. Et donc, vous recréez de l'activité et de la capacité de faire des choses. Et donc cette première révolution, je veux juste finir, cette première révolution, elle se lie à 2 autres révolutions tout à fait majeures. La deuxième, c'est celle de la transition écologique. Elle est embarquée maintenant par les pays et donc elle se dit comment est-ce qu'on fabrique différemment. Et vous avez toutes les études le montrent qu'il y a une volonté des citoyens de faire autrement. On était dans acheter, on est maintenant dans vivre mieux. Et ça rajoute à la 3e révolution que j'évoque, c'est celle des citoyens. C'est que l'idée qu'on passe 1h30 dans la voiture pour aller travailler le matin et 1h30 le soir, c'est en train de devenir une absurdité que les citoyens refusent. Et donc la volonté de vivre équilibré avec vie professionnelle et vie privée équilibrée, c'est un enjeu majeur qui vient s'ajouter aux 2 autres révolutions et qui donne précisément un axe autour duquel les territoires peuvent retrouver une façon d'être. Après, comment, c'est une autre question, mais qui donne aux territoires une possibilité de retrouver le chemin du croissement, du développement et sans doute une réduction des inégalités. Alors, en réaction à ce que vous avez dit, ma position, c'est pas du tout celle de dire qu'il faut absolument vider les territoires de leur population. Ma position, c'est de dire qu'il faut laisser faire et laisser le choix aux individus. On est dans une ère de mobilité et de plus en plus de résidences choisies. Et donc, l'idée, ce serait de sortir d'un aménagement ou d'une localisation administrée des activités. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure et comme l'ont dit Xavier Bertrand et M. Vasseur, les histoires de plans, ça a pu fonctionner, mais c'est quand même assez rare. Et donc, la localisation décidée par Paris d'une activité à Lille plutôt qu'à Strasbourg, plutôt qu'à Marseille, c'est une probabilité de succès assez faible. Deuxièmement, cette politique va charrier avec elle beaucoup d'inefficacité.
les dispositifs de péréquation, de redistribution entre collectivités sont trop complexes et ne fonctionnent pas assez bien. Et donc, du coup, ça pose aussi la question de la pertinence de cette politique. Troisièmement, il y a la question d'une conception qui peut être un peu simpliste de l'opposition entre les territoires et les métropoles en termes d'égalité ou d'inégalité. Il y a dans les métropoles des territoires très défavorisés et dans les zones rurales des espaces tout à fait prospères. Donc il faut aussi sortir de cette opposition un peu manichéenne ou un peu simpliste entre des métropoles et des territoires. Voilà, donc 3 éléments qui permettent, qui à mon sens doivent nuancer mon approche. Et pour conclure cette intervention, je voudrais revenir sur le rôle qui doit être celui de l'État par rapport aux collectivités, qui est un sujet qui a été aussi évoqué et qui est consubstantiel avec cette politique d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il y a un peu une confusion où l'État continue d'intervenir dans des sujets très locaux en versant une série de subventions. Donc je pense par exemple au dispositif du FISAC, à des tout petits commerces, et en retrait sur les infrastructures qui devraient être son positionnement. À l'inverse, les collectivités contribuent au financement d'infrastructures et notamment aux infrastructures numériques, alors que ces réseaux devraient relever plus strictement de l'État. Et donc il y a un peu un mélange des rôles entre l'État et les collectivités qui aujourd'hui, à mon sens, mériterait d'être clarifié pour rendre plus efficaces les interventions des uns et de l'autre. Alors sur ce dernier point, je partage le fait que il y a encore un gros travail de clarification des rôles et sans doute de redéfinition. Mais je voudrais revenir sur un élément que vous venez de dire, Quentin, qui pour moi est clé. Il faut laisser faire. Moi, je n'ai pas de problème pour dire qu'il ne faut pas une économie administrée. Il n'y a personne, me semble-t-il, dans aucun des think tanks qui seront ici aujourd'hui, qui diront qu'il faut une économie administrée. À l'évidence, non. Mais quand même, dire laisser faire, c'est donc laisser faire les choses. C'est donc décider que l'attirance de la métropole sera totale. Parce que quand on enlève des infrastructures territoriales, quand on n'investit plus, je ne dis pas qu'il faut investir dans toutes les petites lignes de train, partout, mais enfin, quand on n'a pas des moyens de transport, quand on n'a pas des moyens d'infrastructures technologiques, et qu'on a 40% de notre pays ou 35% de notre pays qui n'accède pas et qui n'est pas capable d'envoyer un document PDF aujourd'hui, dans notre pays, par la 3G, parce que la 3G ne fonctionne pas. On est bien là dans une inégalité, dans un scandale, pour le coup, de manque d'anticipation et de manque de vision qu'a eu l'État pendant longtemps, et donc d'anticipation, et qui empêche les citoyens d'y venir. Donc on ne laisse pas faire. En réalité, on leur dit, prenez vos clics et vos claques, et venez dans les métropoles. Et donc c'est un choix politique qu'on peut faire. Moi, je ne crois pas que ce soit sain et serein. D'autant que quand on regarde les chiffres aujourd'hui des citoyens qui à Paris ou dans les grandes métropoles veulent retourner dans les territoires, pour autant qu'ils trouvent une activité, parce qu'ils veulent retrouver un équilibre de vie, j'ai évoqué d'équilibre de vie privée, vie professionnelle. Si on dit qu'il faut laisser faire, il faut aussi écouter ce que veulent les personnes et apporter à côté, puisque c'est quand même le rôle de l'État, leur apporter ceci. Enfin, dernier point, je voudrais dire que c'est très lié, mais la Fondapol est là, ici, aujourd'hui, et on parlera parce qu'il y a un gros travail qui a été fait par la Fondation Fondapol sur ces sujets. C'est quand vous faites les cartographies des populismes dans notre pays, ou du vote populiste pur et dur, et vous faites le regard des infrastructures, vous avez directement un vote enfin, le lien peut être fait très rapidement. Donc la question qui est posée, c'est celle de la désespérance dans un certain nombre de territoires. Je partage que dans les métropoles, il y a aussi des difficultés. Mais je dis que la question qui est centrale dans notre pays aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons finir comme a fini le territoire britannique, l'Angleterre, où une ville a produit 70% des emplois, et vous n'avez plus d'emplois sur le territoire, et vous avez provoqué un système qui a été qui a produit le Brexit, ou est-ce que nous disons qu'à partir des 12 métropoles que nous avons été capables de bâtir, évidemment, il faut qu'elles se renforcent, évidemment qu'il faut qu'elles deviennent des métropoles fortes, mais est-ce qu'on est capable, à partir de là, de redéployer, de redonner un sens à ce que ça veut dire le territoire, un territoire riche par ses habitants, par son histoire, et évidemment aussi par des débouchés pour demain. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Quentin Comet. Vous avez dit il y a après tout des territoires peu denses qui s'en sortent bien, des métropoles un peu moins bien. Tout à l'heure, il me semble qu'on a évoqué Lille, par opposition à une métropole comme Rennes, par exemple, qui irrigue beaucoup. Est-ce que justement,
le mythe de la métropole qui irrigue sur les territoires limitrophes. Voilà, c'est mythe ou réalité? Alors, c'est une situation au cas par cas. Au niveau national, c'est quand même plutôt une réalité. Il y a alors, le chiffre, hein, pardonnez-moi, je crois que c'est 46% de navetteurs, donc de personnes qui habitent dans les territoires ruraux et qui vont travailler dans des métropoles. Donc c'est quand même le signe d'une forme de respiration entre la métropole et les territoires qui signale ce que je disais en introduction, qu'on ne peut pas opposer de manière binaire les métropoles et les territoires. Cela dit, un autre point que je voudrais faire, c'est qu'on ne peut pas à la fois vouloir des métropoles performantes, compétitives, attractives au niveau européen, voire au niveau mondial, et à la fois vouloir mettre les activités dans les territoires. À un moment donné, il faut choisir. Qui doit choisir? Est-ce que c'est l'État qui doit choisir depuis Paris de localiser là ou là telle activité, ou est-ce que c'est les individus qui doivent spontanément se localiser là où ils ont leur plus grand intérêt? Et ce que je pense, et je vous rejoins parfaitement là-dessus, c'est que le rôle de l'État, c'est de mettre les individus en capacité de choisir par la construction notamment d'infrastructures et notamment d'infrastructures numériques. Ensuite, son rôle, ce n'est pas de faire émerger localement tout un écosystème qui passe par une multitude de toutes petites interactions et de savoir si l'espace de coworking doit être localisé à droite ou à gauche, savoir si telle activité doit être dans telle ville ou telle ville. Tout ça, c'est des décisions qui sont de nature très locale et qui doivent être laissés à la main des métropoles ou des régions, si on veut entrer dans ce débat-là qui a été évoqué tout à l'heure, mais qui, en tout cas, ne relève pas, enfin, ne devrait pas ou peut relever d'une décision de Paris. Mais alors, il faut que le vrai débat, me semble-t-il, soit placé. La question n'est pas est-ce que l'État doit intervenir dans le village, au fin fond, alors ici on est dans le Nord, mais dans n'importe quel village de France, c'est évidemment pas le sujet. C'est pas est-ce que l'État doit intervenir, et évidemment que c'est au plus proche du territoire qu'on est capable de le faire, et c'est probablement dans cette dualité région-métropole que se joue l'enjeu clé de la reconstruction, du redéploiement des activités. Et moi je me souviens il y a 10 ans, il y a 15 ans, les entreprises envoyaient leurs industries en Chine. Puis ensuite, elles les ont envoyées dans l'Est de l'Europe. D'abord, elles sont passées par le Sud, puis ensuite l'Est de l'Europe. Ça, c'était l'industrie lourde. Et au fil de l'eau, on était là en train de se dire, finalement, quel est l'intérêt de l'avoir emmené en Chine pour le ramener en Europe? Et donc la question qui est posée, c'est celle de l'anticipation. Or, on sait clairement qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de connaître les métiers de demain. Alors, au nom de quoi on ne serait pas capable de définir qu'il y a un certain nombre autour de métropoles et dans des zones territoriales, des pôles de compétitivité demain, c'est-à-dire de ramener de l'activité dans ces territoires, plutôt que de les laisser dans les métropoles. J'ajoute que quand vous dites que 46% des personnes vivent dans les territoires et y travaillent, je suis à peu près certain que si on faisait un sondage, ces 10 personnes vous diraient qu'ils préféraient pouvoir travailler plus proche de chez eux que de devoir faire 1h30 le matin en transport. Et donc la question de cet aménagement, évidemment, il ne peut pas être fait comme il a été fait au début du siècle. Évidemment, il ne peut pas se structurer autour d'industries lourdes parce qu'elles n'existent plus. Évidemment, on ne peut pas imaginer qu'on aura des grosses unités. Je crois que souvent les élus pensent ou espèrent revoir arriver une entreprise, une industrie, 300, 500 personnes qui irriguent un territoire. Je pense que ça, c'est terminé. Mais que la multiplicité précisément d'activités, multiplicité d'activités, d'hybridation d'activités entre l'agriculture et le design, ça se fait partout aujourd'hui, entre des métiers qui ne se parlaient pas, la redécouverte d'ateliers partagés tels que le font dans des acteurs tout à fait nouveaux qui mettent des machines en mutualisation où les artisans peuvent retrouver de l'activité, refaire de l'activité dans les territoires. Je crois précisément que le numérique et que les infrastructures qui sont en train de se mettre en place sont clés. Et je ne suis pas en train, évidemment, de dire que tout va se passer dans les territoires, mais que cet équilibre, il sera clé pour notre pays. D'abord parce que ce pays est riche de ses territoires. Hein, Dominique Régnier le sait. Il l'a vécu dans une action politique indépendamment de l'action, est riche de ses territoires. Et que la question, c'est une nouvelle articulation qu'il faut bâtir. Et que cette articulation, elle doit se faire autour du pôle régional et autour du pôle métropolitain. Vous avez une minute.
Pour conclure, Quentin Commet. Alors pour conclure, je dirais que finalement, je ne suis pas sûr qu'on ait tant de désaccords que ça, parce qu'on est d'accord sur le fait que la structuration des économies, doit, en particulier avec la nouvelle économie et tout ce qui est trop numérique, doit émaner de logiques très locales, et que ça plaide pour une libération des collectivités en leur donnant plus de moyens d'action, allègement des normes et moindre dépendance aux dotations de l'État pour qu'elles soient une plus grande, comment dire, autonomie et force d'entraînement très, très locale. Donc je ne sais même pas si le couple région-métropole est le plus pertinent. Peut-être que l'échelle doit être encore plus précise pour faire émerger ces dynamiques-là. Donc on ne laisse plus faire, on ne laisse pas faire. On ne décide pas depuis Paris, on laisse faire, on laisse émaner les choses localement. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir démarré d'un très bon pied cet après-midi d'échange. Merci. Alors, on a commencé par faire un petit rappel historique de la politique d'aménagement du territoire. On va maintenant faire un petit tour de ces territoires, justement. Qui sont les gagnants et les perdants? Pourquoi est-ce qu'on est gagnant ou perdant de la mondialisation? Tous les territoires sont illégaux devant la mondialisation. J'appelle pour en débattre Eugénie Ténézakis et Hervé Lebras, s'il vous plaît. Alors, Eugénie Ténézakis, vous allez nous dire, vous êtes chargée d'études à la Fabrique de l'Industrie. Comme tout à l'heure, en quelques mots, vous allez peut-être nous expliquer ce qu'est votre think tank. Et Hervé Lebras, vous êtes démographe, membre de la Fondation Jean Jaurès. Là aussi, si vous pouvez nous dire en quelques mots, nous décrire ce comité de réflexion. Vous commencez, Eugénie? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, la Fabrique de l'Industrie est un laboratoire d'idées qui a été créé en 2011. Après le constat que l'industrie, l'emploi dans le secteur industriel s'étiole en France dans l'indifférence générale. Et donc le think tank a pour but de nourrir la réflexion sur la renaissance industrielle et plus généralement le rôle de l'industrie en France. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la Fondation Jean Jaurès, Hervé Lebras? Oui, c'est une fondation social-démocrate, un peu sur le modèle de la Friedrich Ebert Fondation du SPD en Allemagne. La Fondation Jean Jaurès a été fondée par Pierre Mauroy, un nom qui dit peut-être quelque chose ici, et elle organise de nombreuses réunions. Elle a aussi des groupes qui s'occupent de sujets spécifiques, et elle publie beaucoup de petits ouvrages très en rapport avec l'actualité. Pour en donner un exemple, je vais prendre ceux que j'ai publiés. donc j'ai publié par exemple avec Elisabeth Badinter un ouvrage sur les statistiques ethniques, pour ou contre, avec Jérôme Fourquet de l'IFOP, un ouvrage qui s'appelle La religion dévoilée, sur l'état des religions en France. Et puis on a publié aussi avec Fourquet des ouvrages sur la primaire de droite, et puis sur les résultats des dernières présidentielles. Alors, pardon si je réponds dès le début à la question, mais il me semble que ça n'est pas un scoop. Tous les territoires ne sont pas égaux devant la mondialisation. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est du bon ou du mauvais côté de la barrière? On a parlé il y a un instant d'une première très grosse différence qui est entre les métropoles. Alors, périphérie, c'est un mauvais mot, disons, c'est simplement qu'est-ce qui n'est pas métropole, donc appelons ça territoire aussi. Mais ce qui est intéressant est que tous les territoires hors métropole, et on l'a aussi évoqué, ne sont pas du tout au même niveau. Vous avez des différences énormes. Vous avez une France qui est en gros coupée en deux, avec des territoires où le chômage des jeunes est relativement faible, la proportion de jeunes sans diplôme est assez faible, les familles monoparentales sont assez peu nombreuses, la pauvreté est moins forte qu'ailleurs, et puis des territoires à l'inverse, ça va du simple au triple. Si vous êtes dans la région, vous êtes en Vendée ou à côté de la Vendée, dans la région de Cholet, vous avez des taux de chômage des jeunes qui sont de l'ordre de 6 à 7%. Si vous êtes au nord de Montpellier, ils sont de 18%. Donc je pourrais revenir plus tard, mais il y a une géographie très précise qui fait qu'on ne peut pas parler en général de périphérie ou de territoire, mais il faut spécifier. Il y a des territoires qui se portent très bien du point de vue de la mondialisation et d'autres qui posent de très gros problèmes. Alors pour donc relancer ma question, qu'est-ce qui fait qu'on est du bon ou du mauvais côté de la barrière? Peut-être, Eugénie, vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une stratégie pour s'insérer de manière optimale dans la mondialisation?
Alors, j'aimerais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Lebras. Donc, c'est vrai que la mondialisation, mais pas seulement, aussi les gains de productivité et le processus de métropolisation, a redessiné les trajectoires de production entre les territoires et a creusé les inégalités, mais de production entre les territoires. Parce que ça, c'est une chose qui est rarement soulignée, mais les revenus bruts disponibles entre les territoires ont en réalité diminué depuis 30 ans. Et je pense... donc, pourquoi ils ont diminué ? À cause des redistributions sociales qui ont réduit les inégalités entre les ménages riches et les ménages pauvres, la mobilité des individus, dont on a parlé tout à l'heure, donc les riches retraités qui ont passé toute leur vie dans le bassin parisien, qui vont s'installer dans le sud de la France, les salariés nafteurs, etc. Et tous ces éléments ont contribué à alimenter une économie résidentielle qui a permis à certains territoires de s'en sortir malgré la forte concurrence de pays où la main-d'œuvre coûte pas cher. Peut-être l'économie résidentielle, pardon, pour les gens qui sont là, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc l'économie résidentielle, c'est une économie qui produit principalement des services abrités, donc des services qui répondent à une demande locale et qui se nourrit en fait de revenus qui viennent de l'extérieur, donc des revenus par exemple de retraités riches qui vivent dans la région parisienne et qui viennent passer leur vie dans le sud de la France. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a une diversité de profils en France. Donc on n'a pas seulement les perdants ou les gagnants de la mondialisation, on a une France qui est coupée en deux entre les métropoles qui sont plutôt productives, enfin qui sont très productives au niveau mondial à cause plutôt de services à haute valeur ajoutée. On a des petits territoires très industriels qui profitent aussi de la mondialisation. On a les territoires dont l'appareil productif s'est dégradé et qui malheureusement n'ont pas d'atout résidentiel assez attractif pour s'en sortir. Et puis on a ces territoires résidentiels plutôt sur le littoral et à la montagne qui malgré le peu de compétitivité productive, arrivent à s'en sortir. Oui, enfin, j'aurais pas exactement la même division du territoire. J'aurais une division beaucoup plus géographique. Ce que vous citez, des territoires qui s'en sortent bien, mal, on en trouve effectivement localement. Mais il y a vraiment, du point de vue des populations, du point de vue, par exemple, notamment du capital humain, c'est-à-dire la formation, il y a des différences essentielles entre une France, on peut la décrire ainsi, c'est une France qui comprend un grand ouest, une grande partie du centre, le sud-ouest, et une France qui est un petit peu l'Alsace, et puis une France qui est tout le reste, c'est-à-dire, alors pas le nord, c'est plutôt à partir de la Picardie, et puis toute la zone, disons, du Grand Est, de la Champagne, qui descend, qui passe par la Bourgogne, le Berry, et puis enfin la partie qui est la partie des bords de la Méditerranée. Et sur un grand nombre de facteurs, on voit que c'est pas simplement la production, mais les populations sont différentes, elles se comportent différemment. J'ai signalé des questions d'éducation, mais par exemple, si vous faites la géographie des associations en France, la proportion d'associations par habitant, vous retrouvez cette coupure. Vous avez une France où on s'associe facilement, et puis une France où, au contraire, on est beaucoup plus sur ses gardes. Alors ça a une très longue histoire. Vous avez une France où il y a, au fond, une conscience du lieu, et vous avez une France où on a perdu, pour différentes raisons, cette conscience du lieu. C'est ce découpage que je vous ai indiqué. Il se trouve que ce découpage est très proche du découpage politique qu'on a connu il y a une année, c'est-à-dire la partie qui est associative, qui se porte relative, mais même souvent bien, c'est la partie qui a beaucoup plus voté Macron que Le Pen. Et l'autre partie, c'est l'inverse. Les cartes sont, au premier tour, presque l'inverse l'une de l'autre. Donc, il y a quelque chose au-delà des mouvements de population, de la production, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un attachement au lieu, d'un esprit des lieux qui est fabriqué par une très longue histoire et qu'il est très difficile de modifier. Tout à l'heure, on a entendu Philippe Vasseur dire que cette région-ci, c'était 10% du PIB il y a quelques décennies, c'est aujourd'hui 5% en termes de production industrielle. Donc quand on parle de la France perdante, c'est vrai qu'on pense au déclin industriel. Eugénie, du coup, ce qu'on entend, c'est qu'il faut développer des services à haute valeur ajoutée. C'est ça la clé, selon vous ?
Alors c'est vrai qu'il y a une redistribution un peu des rôles qui s'est fait avec la mondialisation. Donc les pays en développement produisent les biens manufacturiers et on s'occuperait de la partie conception, design, recherche et développement. Mais je pense que la vision selon laquelle on devrait se plonger dans les services et ne produire plus que des services et abandonner complètement l'industrie est un peu, n'est pas une idée gagnante, disons, parce que donc déjà une forte part, donc c'est ce dont Xavier Bertrand parlait tout à l'heure, ça rejoint un peu ces deux préoccupations. C'est que d'une part, les services à valeur ajoutée ont une base industrielle qui est très forte. Donc souvent, donc là, on parle de banque, oui, finance, donc on parle informatique, design, banque, finance, recherche, tous ces services-là qui souvent, d'ailleurs, sont situés en métropole. Donc d'une part, ils ont une base industrielle qui est forte. Ils sont souvent associés au processus de production, ce qui fait que si on abandonne complètement la production manufacturière, on risque de ne pas avoir des services qui sont aussi dynamiques. Ensuite, c'est des services qui sont souvent situés en métropole. Donc, si on décide de se spécialiser dans une production où toutes les compétences sont concentrées sur certaines parties du territoire, ça va être catastrophique pour certains territoires. Donc, même si ces services sont en forte augmentation, ils sont dominants que dans 58 zones d'emploi sur environ 300 en France. Donc on voit que ce n'est pas forcément la solution. Et enfin, quelle croissance? Parce que même s'ils créent de la croissance, ils sont moins générateurs d'emplois que l'industrie. Donc si je prends l'exemple de WhatsApp a 900 millions d'utilisateurs et arrive à faire fonctionner ce réseau avec 50 employés. Alors rien que l'usine GMS de la souterraine dans la Creuse employait plus de 270 personnes. Donc en fait, il y a véritablement un enjeu de cohésion territoriale à garder une base productive sur le territoire. Et je pense que ce dont parlait Monsieur Lebras, cette France non associative, non éduqués, etc. Je pense que ça a vraiment à voir avec un certain décrochage industriel. Oui, vous avez raison, mais peut-être aussi que ça regroupe des pays, pas tous, justement, pas le Nord, mais des pays d'ancienne industrialisation. Mais il y a aussi des aspects d'aménagement du territoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de l'industrie, mais l'industrie, ça suppose qu'il y ait au fond une synergie entre la métropole ou une ville assez importante et puis ce qui est autour. Et c'est aussi un des facteurs, indépendamment de ceux que j'ai signalés, qui sont importants et qui vont faire même qu'à l'intérieur de la France où ça va bien, ça ira mieux, ou de la France où ça va pas bien, ça ira moins bien. Je vais donner un exemple. Si vous prenez la ville de Cholet, peu de gens connaissent beaucoup. Si, moi je connais. Vous connaissez en Vendée, c'est ça? C'est pas une ville magnifique, mais la population est formidable. C'est une ville qui rebondit. C'est une ville qui, quand une industrie disparaît, les fameux mouchoirs, ça y est, il y en a plus. Bon, on se met à la chaussure, puis ça ne marche plus. Maintenant, ils sont sur les robots, sur la pâtisserie, etc. C'est-à-dire une ville qui rebondit parce qu'il y a tout un climat, mais aussi parce qu'elle est reliée à Nantes. Et que de Nantes, elle peut accéder au marché international. Même chose si vous prenez Toulouse, où vous avez la présence d'Airbus. Et la présence d'Airbus a permis à des petites entreprises très performantes de mécanique, on appelle ça la mécanique Vallée, c'est au sud de l'Aveyron, et qui, de ce point de vue-là, peuvent exporter via Toulouse leur savoir-faire et leur production. Alors que si vous êtes, j'espère que je ne choquerai personne, mettons une sous-préfecture comme Langres, dans la Haute-Marne. C'est compliqué, vous êtes déjà mal situé dans une zone en dépeuplement, et en plus de ça, si vous avez une production intéressante, par où vous allez passer autrement dit, les questions aussi d'articulation des métropoles sur le marché mondial et avec on disait autrefois Hinterland, avec la région au fond qu'elle contrôle ou qu'elle domine, sont extrêmement importantes. Et c'est, je pense, une des réussites du Nord
d'avoir justement su concentrer et ramifier autour de l'île des coopérations qui permettent à de petites industries qui sont éparses d'accéder au marché mondial, alors que c'est beaucoup plus difficile. Je m'excuse pour Xavier Bertrand, mais dans certaines parties de l'Aisne. Alors après, on en vient à une question philosophique presque, c'est-à-dire est-ce qu'en termes d'aménagement du territoire, il faut aider les territoires qui sont en retard ou aider ceux qui sont déjà en pointe? Moi, je pense que vous avez signalé un élément important, c'est la capacité de reconversion d'une industrie en déclin. On peut voir que certaines industries sont vouées à disparaître, mais ont réussi à renaître de leurs cendres, donc en diversifiant, en changeant carrément de secteur de production ou en essayant de se repositionner sur la chaîne de valeur. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Et souvent, on pense les politiques d'aménagement du territoire de manière un peu homogène, c'est-à-dire, on a une politique d'aménagement du territoire qui marche, il faut l'appliquer partout. À mon avis, il faut regarder au cas par cas, c'est-à-dire regarder l'histoire productive du territoire, la spécialisation sectorielle, quelles ressources sont mobilisables sur place, donc quelle est l'éducation des individus, quelle est leur formation, quelles sont les compétences, parce que chaque territoire a des savoir-faire pointus qu'ils utilisent ou pas. Et à partir de là, je pense qu'il y a des très bons exemples de reconversion d'un territoire qui ne dépendent pas forcément de la proximité avec une métropole, en fait. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples en France. Je sais pas, si on prend par exemple la commune, la zone d'emploi de Vitré, je pense pas que son dynamisme en matière industrielle, donc c'est un des territoires en France qui a la plus grosse part d'emploi industriel, je pense pas que son dynamisme dépende forcément de la proximité Rennes, quand même. à la métropole. Rennes n'est pas loin quand même. Rennes n'est pas loin, mais Rennes est beaucoup moins dynamique que Vitré. Et surtout, il y a ça aussi, c'est qu'il y a une relation d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on voit toujours le pouvoir qu'a la métropole sur son hinterland, à propager un peu son dynamisme. Mais il y a des études qui montrent, il y a des études de Laurent Davzy et Magali Talandier, qui montrent un territoire périphérique attractif rejaillit aussi sur la métropole et soutient son dynamisme urbain. Donc je ne pense pas qu'il faut tout miser sur la métropole. Oui, non, mais je suis absolument d'accord. Il y a une question de synergie, il y a une question et aussi de laisser que l'État laisse le plus possible les relations entre la métropole et son territoire se développer. Donc, il redonne du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire, aux régions et aux métropoles. Là, il y a des questions de politique qui sont fortes. Ceci dit, que faire effectivement des régions qui se portent mal? Je crois que c'est un travail de long terme, mais c'est un travail qui passe surtout par l'éducation. C'est le point de départ des gros problèmes, c'est l'éducation. Si le chômage des jeunes est très élevé dans certaines régions, c'est celles où ils ont très peu de diplômes, parce que c'est les sans diplôme qui sont très souvent au chômage. Si les familles sont moins solides dans certaines régions, avec une plus forte proportion de familles monoparentales, c'est parce que le chômage est destructeur des unions et des familles. Donc là-dedans, il y a toute une connexion, et cette connexion, pour la recontrôler, c'est pas de l'aide sociale, c'est de l'aide éducative, et ça prendra, je pense, beaucoup de temps. Ceci dit, il va falloir continuer. Vous avez cité Laurent Davzy, il a montré que la France est assez remarquable sur la redistribution de la valeur ajoutée. C'est que Paris produit beaucoup plus de valeur ajoutée par habitant que le Limousin ou que le Midi-Pyrénées, mais c'est redistribué, et donc ça assure au fond que les différences en France sont moins importantes que d'autres pays, et ça assure aussi une question politique très importante, c'est qu'il n'y a pas de tentative sécessionniste, si je laisse de côté la Corse. En France, la seule région qui pourrait demander à son indépendance en France, parce qu'elle est la plus riche, c'est l'Île-de-France. Il pourrait y avoir un mouvement de libération de l'Île-de-France, c'est peu probable. Il y a une spécificité française dans l'inégalité des territoires, c'est-à-dire qu'elle est moindre qu'ailleurs, c'est ça, on peut conclure là-dessus. Elle est moindre qu'ailleurs parce qu'il y a une solidarité nationale.
Et l'inégalité économique en termes de pauvreté, par exemple, en termes de revenus. Mais en termes de mœurs, l'inégalité en France, l'inégalité, les différences sont peut-être plus fortes que... Alors, chaque pays se vante des différences qui existent dans un pays, mais comme le montrait bien Fernand Braudel, la France est le seul pays d'Europe où la tradition du Nord et la tradition du Sud se rejoignent. Et c'est deux traditions extrêmement différentes. Ailleurs, elles sont séparées par les Alpes, par les Carpates. Et donc, on est un pays extraordinairement différent. Et c'est pour ça qu'on est un pays extraordinairement centralisateur. Mais ça y est, la France est faite. Donc, il faudrait relâcher, il faudrait permettre à ces différences, cette façon de faire, de s'exprimer. Et ça serait très bon du point de vue productif, je pense. Eugénie, vous voulez terminer? Il nous reste 1 minute. Oui, alors, finalement, on est d'accord, comme avant. Moi, j'aurais un point à ajouter sur la formation et l'éducation. En effet, je pense que ça ne sert à rien de retenir surtout les jeunes dans des très petits territoires, des petites zones d'emploi sans avenir économique, sans accès à la formation et sans accès à l'emploi. Mais je ne pense pas qu'il faut inciter ces jeunes, il faut les aider à la mobilité, mais je ne pense pas qu'il faut les aider à la mobilité pour tous les pousser vers les métropoles et approfondir ce mouvement de concentration. Mais je pense qu'il faudrait plutôt miser sur l'accès à la formation, à l'emploi dans des zones d'emploi proches qui s'en sortent le moins mal, disons, pour disperser un peu les gains économiques sur le territoire. Et ne pas... et même si les revenus bruts disponibles, même si les inégalités de revenus se réduisent, je pense qu'il y a un gros enjeu quand même à développer le tissu productif des territoires et pas tout miser sur un type d'emploi qui sont les services à haute valeur ajoutée, qui sont concentrés dans une zone. Je pense qu'il ne faut pas tout miser sur ça et que c'est important de stimuler un peu le développement industriel dans les territoires. Voilà. Mais merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très intéressant. Alors, peut-être la formulation de la troisième battle vous a peut-être interpellé. La cohésion territoriale est-elle un frein à la croissance? C'est vrai que réduire les inégalités entre territoires, c'est un objectif politique qui est explicitement prévu par le traité de Lisbonne, avec toujours cette question qu'on a en partie abordée dans la battle précédente. Est-ce qu'on continue à soutenir les espaces les moins favorisés ou alors est-ce qu'on investit dans les régions à fort potentiel de développement? Alors pour en débattre, pour cette troisième battle avant la pause, Pierre Madec de l'OFCE et Denis Ferrand de COE Rexecode. Bien, alors même punition que pour les autres. En quelques mots, si vous pouvez nous dire qu'est l'OFCE, qu'est COE Rexecode. Mais en fait, nous sommes des jumeaux. C'est ça. Okay. En fait, c'est pas une battle alors, on m'a menti. Et on n'est pas un think tank. Non, donc, mais on est des jumeaux, mais des jumeaux contrariés par certains aspects. En fait, Rexecode et l'OFCE ont été créés en même temps à l'initiative de Raymond Barre. Il y avait eu un rapport à la fin des années 70 qui, constatant la pauvreté du débat de politique économique en France, avait voulu doter les organismes paritaires d'un organisme de référence. Et donc il y a eu l'IRES qui a été créé, en fait nous sommes des triplés, il y a eu l'IRES qui a été créé près du monde syndical, il y a eu l'OFCE qui a été créé plutôt en appui avec le monde académique et le monde... alors pardon, je préempte ta présentation. Le monde académique est également plus proche aussi de préoccupations liées au monde public. Et puis le Rexecode qui a été créé pour apporter un diagnostic de politique économique pour le monde des entreprises. Ce qui fait que Rexecode intervient dans le débat de politique, intervient sur deux aspects. Une analyse de l'évolution de l'environnement économique pour les entreprises et puis une description d'enjeux de politique économique à l'aune des conséquences que cela a pour le développement des entreprises. L'OFCE est d'accord avec son jumeau, qui a fait une très bonne description de ce qu'est l'OFCE. Donc on n'est pas un think tank, on est plutôt un centre de recherche, on est rattaché à Sciences Po et on fait 2 prévisions macroéconomiques chaque année et on fait beaucoup d'évaluations de politique publique, comme Rexecode. Alors la cohésion territoriale est-elle un frein à la croissance? D'abord, on va peut-être commencer par définir
qu'est la cohésion territoriale. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, moi, je partirais même carrément du titre de cette battle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans la relation qu'il y a entre cohésion territoriale et croissance. Et notamment du point de vue de l'appréhension politique. Pendant très longtemps, la relation entre croissance et cohésion territoriale, elle venait de territoires qui avaient l'impression d'être exclus de la croissance. Et donc, c'était une aspiration, c'était une demande de cohésion territoriale pour être acteur de cette croissance. Aujourd'hui, la relation entre ces deux termes, ce n'est pas une relation de participation, mais c'est plutôt une relation presque d'exclusion ou de conservation de la croissance. C'est-à-dire que, pour faire image, dans les années 70-80, les régions qui revendiquaient de la cohésion territoriale, c'était les régions qui étaient plutôt en retard de croissance ou en retard de développement par rapport à une entité plus générale, qu'elle soit l'État. On pourra en parler d'ailleurs de l'espace auquel on doit envisager le terme de cohésion territoriale. Aujourd'hui, les territoires qui vont avoir une expression, non pas en termes de cohésion, mais qui vont avoir une expression territoriale forte, sont des territoires qui sont beaucoup plus dans le registre de l'individualisme quasiment, ou en tout cas de la volonté de conserver la croissance chez eux. Ça va être la Flandre. Alors, on ne les voit pas forcément en France, sauf chez les Savoyards. En fait, je suis moi-même Savoyard. Hein. Donc, les Savoisiens veulent garder de la croissance. Bon, heureusement, ils sont très peu représentatifs. Mais les territoires dans lesquels on va avoir une aspiration à la conservation de la croissance, la Flandre, la Catalogne, évidemment, la Lombardie, on voit bien que cette relation entre cohésion et croissance n'est plus du tout la même. Elle s'est inversée. Elle s'est inversée pour une raison qui, à mon avis, est simple. C'est que partout, la croissance a fléchi. Et donc, dans ces moments-là, eh bien, il y a une aspiration à la conserver beaucoup plus sur le territoire que de penser à la partager. Et donc, la cohésion territoriale, c'est pour ça que poser la question en termes de frein de la croissance, ça renvoie au fait que la croissance étant atrophiée un peu partout, eh bien, il y a des tentations qui sont beaucoup plus fortes pour pouvoir la conserver localement. Non, la question de l'échelle, elle est en effet cruciale. C'est-à-dire qu'on a parlé sur les deux battles précédents, on a essayé de faire un dessin un peu de la France, mais qui en fait est très compliqué à faire, parce que vous prenez par exemple les deux communes les plus pauvres de France, elles appartiennent toutes les deux à la région la plus riche qui est l'Île-de-France. Donc est-ce qu'il faut considérer une cohésion territoriale à l'échelle des régions, à l'échelle de métropole versus le reste de la France? On voit bien qu'au sein même des métropoles, il y a des inégalités territoriales qui sont très fortes. Donc la question de savoir à quelle échelle on s'attaque à la cohésion territoriale, c'est crucial. Le deuxième point, c'est que, et du coup je suis un peu en train de démonter le titre, mais en fait la cohésion territoriale n'a pas de sens. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une commune pauvre? Si on prend Grigny et Clichy-sous-Bois, qui sont les deux communes les plus pauvres de France, au sein de l'Île-de-France, qui est la région la plus riche, pourquoi elles sont pauvres ces communes? Parce qu'en fait il y a des pauvres dedans. Mais donc c'est pas le territoire qui est pauvre, c'est les gens qui occupent le territoire qui, eux, sont pauvres. Donc en s'attaquant à l'idée qu'il faut aider les territoires, il y a des territoires en retard, des territoires qui devanceraient d'autres. En fait, c'est pas tellement les territoires, c'est plutôt les gens qui occupent ces territoires-là qui sont soit plus au chômage, soit dans des situations de pauvreté plus importantes. Donc est-ce qu'il faut aider les territoires ou est-ce qu'il faut aider les gens qui occupent ces territoires-là? C'est une vraie question. C'est vrai que cohésion territoriale et cohésion sociale se confondent par beaucoup d'aspects. Et pour rester dans la dimension spatiale, aujourd'hui, l'acteur qui a une politique, on va dire, régionale, si on replace cette fois-ci la cohésion territoriale, non pas à l'échelle de la métropole, mais effectivement, cette question est clé, mais l'acteur qui a aujourd'hui une capacité d'intervention en matière de cohésion territoriale, ça reste l'Europe. Or, qu'est-ce qui fait défaut pour pouvoir construire une véritable cohésion de territoire? C'est en réalité, vous n'êtes cohérent qu'à partir du moment où vous avez une forme de récit, où vous avez une forme aussi de sentiment d'appartenance. Or, créer une cohésion à l'échelle européenne, on voit bien les ressentiments qu'il existe à l'intérieur de l'Europe, qui en fait est traversée de divergences extrêmement fortes et qui est le premier frein aussi à la formation de cohésion territoriale. Les outils premiers de cohésion territoriale, ça va être toutes les interventions régionales que peuvent faire l'Europe, et celle-ci en fait ne participe pas d'une construction politique d'identité, d'appartenance. Est-ce que la cohésion territoriale, ça passe forcément par une politique d'aménagement du territoire, des aides publiques? Alors, politique d'aménagement du territoire, c'est pas. Alors, oui, elle est indispensable. Elle est indispensable. Mais c'est vrai qu'on va penser
cohésion territoriale en premier lieu par des transferts de fonds publics. Or, alors je ne suis pas du tout un apologue de la théorie du ruissellement ou du premier de cordée, mais ce qui va, et ça a été rappelé tout à l'heure par Hervé Lebras, ce qui va faire la cohésion territoriale, c'est en premier lieu des flux de nature privée. Le fait que la richesse ne se produit et ne se consomme pas forcément dans des lieux identiques. La richesse peut se créer principalement en Île-de-France, mais par les mouvements des personnes, vous avez une irrigation de régions qui vont être adjacentes par la consommation que peuvent faire les personnes qui sont localisées en Île-de-France, eh bien, qui dans le nord, qui sur le littoral, parce que vous avez des mouvements de retraités, parce que vous avez de l'activité touristique. Donc la première redistribution, le premier facteur de cohésion, c'est avant tout les fonds privés. Ensuite, vont intervenir effectivement des politiques on va dire, d'aménagement du territoire. Là, on va avoir beaucoup plus effectivement la prise en compte de fonds publics, mais qui doivent participer, là encore, cela a été rappelé, de la véritable formation d'un projet qui permet de donner une impulsion de développement territorial. C'est peut-être là qu'on aura un petit point de désaccord. Des jumeaux, mais quand même. C'est de dire... En gros, c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est les entreprises qui créent de l'emploi, c'est les entreprises qui créent de l'attractivité économique. Après, pour remettre un peu en perspective et regarder, on dit souvent il y a une métropolisation en France, on le voit bien, il y a une centralisation de plus en plus importante autour des métropoles. Les mécaniques qui sont à l'œuvre de la métropolisation, elles sont contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce qu'on appelle les phénomènes de convergence. Pourquoi on va aller concentrer l'activité sur les métropoles? Parce qu'il y a des gains de productivité importants, parce qu'il y a des aménités, il y a des transports, il y a du foncier disponible, etc. Et puis, il y a à contrario, les mécanismes de divergence qui fait qu'on s'écarte des métropoles, et on le voit bien notamment à Paris, où il y a de plus en plus d'entreprises, de sièges sociaux qui vont s'installer en petite couronne, qui s'écartent un peu du centre-ville, parce qu'il y a des problèmes de pollution, de transport, de foncier cher, etc. Et en fait, on s'aperçoit que l'investissement public est un peu inhérent au développement des territoires quand même. C'est-à-dire que quand il y a une entreprise qui s'installe, même si on ne l'a pas aidée, même s'il n'y a pas besoin d'être public pour que l'entreprise s'installe sur ce territoire-là, eh ben, il faut construire des routes, il faut construire des écoles, il faut construire des crèches, il faut construire des transports en commun. Et tout ça, ce n'est pas l'entreprise qui le fait, c'est plutôt soit les collectivités locales, soit l'État. Donc la place, même si ce n'est pas elle qui est déclencheur de l'investissement privé, l'investissement public a quand même une place très importante dans le développement des territoires et donc dans la cohésion territoriale et donc dans la lutte contre les inégalités. En tout cas, sur la cohésion territoriale, il y a aussi un élément qui fait là encore le pendant avec ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la question de la mondialisation et en réalité aussi de la place de l'industrie, de l'industrialisation. C'est qu'avec la transformation des économies, beaucoup de choses poussent à la métropolisation. En particulier, la tertiarisation d'une économie, c'est aussi facteur de métropolisation parce que les activités tertiaires ont intrinsèquement exercent des effets d'agglomération peut-être plus importants que cela ne peut l'être pour l'industrie. Enfin, quand on regarde par exemple la carte industrielle de l'Allemagne, alors je ne vais pas parler de l'Allemagne de l'Est, mais restons sur l'Allemagne de l'Ouest, on voit que la carte industrielle est assez disséminée. L'industrie a peut-être plus de capacité à être localisée en différents points de territoire que ne l'est l'activité tertiaire. L'activité tertiaire est un facteur de concentration et donc vient reposer, là encore, l'aspect, vient à nouveau questionner la dimension de la cohésion qui va beaucoup moins de soi quand votre économie se transforme. Mais pardon, mais pour revenir, vous allez peut-être me répondre à la question qui est posée. Est-ce que créer de grosses métropoles, ça fait de la croissance ou pas? La question qui est posée, c'est, je la lis en même temps du coup, la cohésion territoriale était un frein à la croissance. Donc, si on veut traduire cette question-là, ça veut dire, est-ce que la lutte contre les inégalités territoriales est un frein à la croissance? La réponse, quand on lit un peu ce qui se raconte dans le monde académique, mais aussi dans de grandes institutions comme l'OCDE, le FMI, l'OCDE, le FMI, qui sont quand même pas des gauchistes patentés, ont une tendance forte à dire la lutte contre les inégalités, c'est bon pour la croissance. Et les inégalités, par contre, ont un impact négatif sur la croissance. Donc, à partir du moment où on dit, en fait, les inégalités entre territoires sont des inégalités entre ménages, entre personnes, et que en luttant, en faisant de la cohésion territoriale, on lutte contre les inégalités entre personnes, et ben, dans ce cas, ça ne peut qu'avoir un effet bénéfique sur la croissance. Après, il faut voir comment on le fait. En France,
mais on pourra y revenir après, mais on a beaucoup de mal à faire des politiques publiques territorialisées, et les politiques publiques territorialisées ont tendance à ne pas fonctionner. Oui, non, en tout cas, c'est vrai que ça a été très bien dit par Philippe Vasseur. De toute façon, les politiques territorialisées participent d'abord d'une prise de conscience et de la construction d'un projet. Enfin, le Rêve 3 est de ce point de vue quelque chose qui est tout à fait emblématique. Cela participe vraiment de la capacité à apprendre aux acteurs locaux à travailler ensemble. Avant de demander un soutien public, c'est quand même avant tout construire ce que l'on imagine être le développement d'un territoire. Comment est-ce que l'on imagine le développement d'un territoire ? Eh bien, on va le penser tout d'abord en identifiant bien ce que sont les atouts, ce que sont les handicaps de ce territoire, et ensuite quels vont être les points d'appui, les points d'amélioration que l'on va chercher. Un territoire, il se construit, cela a été évoqué tout à l'heure dans le cas de Cholet, il évolue toujours en fonction des transformations, de ces adaptations qu'il peut faire. Enfin, j'ai en tête l'exemple de Cluses dans la vallée de l'Arve. Excusez-moi, je fais encore une référence savoyarde, mais Cluses, c'est un territoire totalement enclavé, qui a quand même pas une grande ouverture. C'est en fond de vallée, c'est tellement en fond de vallée qu'ils ont une pollution pas possible. Et pour autant, c'est un territoire qui a tout le temps su se réinventer, changer comment dire, ses spécialisations productives, parce qu'il y a une véritable réflexion de ce que sont, une réflexion collective de ce que sont les atouts, les avantages d'un territoire. Donc l'État est un soutien, n'est pas un faiseur sur le développement du territoire. Mais ça, il est certain que les acteurs locaux sont les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire au niveau local. Bon, il y a un exemple d'actualité et un peu bête, c'est la politique de la ville. C'est-à-dire qu'on a mis là en place récemment une expérimentation sur les emplois francs, par exemple, qui est une vraie politique, pour le coup, de cohésion des territoires. C'est-à-dire qu'on dit on va cibler les territoires de la politique de la ville et on va aider les gens qui sont à l'intérieur de ces territoires plus que les autres. Donc on est en plein dans la cohésion territoriale. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à définir ce que c'est qu'un territoire de la politique de la ville. C'est-à-dire on a mis un critère unique qui est de dire c'est les territoires qui sont les plus pauvres et qui concentrent la pauvreté. Mais sauf qu'en fait, à l'intérieur de cette géographie prioritaire, il y a des territoires où il y a 40% de ménages pauvres et d'autres où il y a 20% de ménages pauvres. Donc on voit bien qu'au sein même de la géographie prioritaire, il y a des hétérogénéités très fortes. Et surtout, la mesure, c'est si vous êtes une entreprise et vous embauchez quelqu'un en CDI ou en CDD qui vient de ces territoires-là, vous avez une prime, on vous baisse les charges, voilà. Mais jamais dans le dispositif, on dit aux entreprises d'aller s'installer sur le territoire en question. On dit, si vous embauchez quelqu'un qui est sur ce territoire-là. Donc, il y a le problème de la géographie, on en revient sur à quelle échelle il faut regarder. Il y a aussi le problème de l'efficacité de la politique publique, qui est, est-ce qu'on veut développer l'emploi sur des territoires un peu en déshérence comme ça, ou est-ce qu'on s'intéresse aux personnes ? Et on n'a jamais vraiment fait le choix clair entre les deux, entre une politique territoriale, l'ANRU, ce que vous voulez, ou une politique d'aide aux personnes qui vivent dans ces territoires-là. Il y a peut-être aussi un point qui est important, c'est les vitesses de transformation. Cela a été évoqué tout à l'heure, mais les vitesses de transformation se sont quand même fortement accélérées. Et ce que l'on a vu aussi depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est l'accélération très forte du processus de désindustrialisation. C'est un processus qui s'est fait probablement par trop rapidement. Enfin, c'est un processus qui concerne tous les pays. Même la Chine est en voie de désindustrialisation. Quand vous regardez le ratio des emplois industriels à l'emploi total en Chine, mais ce ratio décroît. Donc par cette seule métrique, on pourrait se dire que la Chine se désindustrialise. C'est un mouvement qui est cohérent. Tout le problème, c'est la vitesse à laquelle se fait cette désindustrialisation, parce que c'est cette désindustrialisation qui va qui va créer des ruptures dans les territoires. Donc, s'il y a un enjeu de politique industrielle que doit avoir l'État, c'est aussi un enjeu qui permet de renforcer, de sauvegarder des éléments de compétitivité, de manière à ce que l'adaptation des territoires à ce changement de donne puisse se faire dans un rythme beaucoup plus serein, où on peut effectivement construire des projets, ça prend du temps. Imaginer des transformations des territoires, ça prend du temps. Et comme on a subi fortement cette désindustrialisation, notamment par le fait que l'on a perdu en compétitivité très rapidement, on n'a pas eu ce temps d'adaptation qui fait que très rapidement, il y a eu une forme de crispation qui s'est faite sur la question territoriale. Peut-être que le pendant de la question qui est posée, c'est en fait s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de cohésion territoriale.
En tout cas, ça a été évoqué tout à l'heure par Xavier Bertrand. S'il n'y a pas de la croissance, il ne faut pas attendre la croissance, de la croissance comme le facteur qui fera de la cohésion territoriale. Et en cela, c'est effectivement la théorie du ruissellement ou du premier de cordée qui est mise à défaut. Je partage complètement. Mais on est un peu dans les conditions nécessaires. C'est une condition nécessaire, ça n'est pas forcément une condition suffisante. Effectivement, sans croissance, de toute façon, il sera très difficile de faire de la cohésion territoriale. Parce que vous aurez des réflexes qui ne seront pas des réflexes de construction de participation à une identité collective, on aura des réflexes qui seront probablement beaucoup plus individuels. Non, mais il est certain que pour distribuer un peu de richesse, il faut en créer. Donc quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En effet, il faut de la croissance, mais la question c'est quelle croissance ? On voit bien, notamment avec la crise économique et avec la spécialisation d'un certain nombre de territoires, on a en gros les territoires industriels qui ont subi de plein fouet la crise économique, et puis les territoires où pour le coup les services étaient plus développés qui se sont plutôt bien maintenus. Donc on a réussi à maintenir cette certaine forme de cohésion territoriale. Après, une fois encore, la puissance publique a quand même sa part de responsabilité. Il y a énormément de mesures là, qui sont annoncées en ce moment en termes de fiscalité locale, en termes de... Juste sur la taxe d'habitation, par exemple. La taxe d'habitation, telle qu'elle fonctionnait, c'était tout sauf un mécanisme de cohésion territoriale. Puisque vous récupériez, vous êtes une commune pauvre, les gens ne payent pas la taxe d'habitation, vous êtes normalement, l'État compense en partie la perte de taxe d'habitation que vous ne captez pas, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et donc, on voit qu'il y a un déséquilibre entre les communes qui logent les ménages les plus modestes et les communes qui logent les ménages les plus aisés. Le gouvernement fait le choix de dire que c'est une taxation qui est injuste. On remet ça à plat et on va compenser, on va mettre un mécanisme, on va gérer ça, on va recentraliser le dispositif de taxe d'habitation. Il y a une vraie question qui se pose, c'est comment on le fait ? C'est-à-dire que est-ce qu'on utilise ce moment-là de réforme de la fiscalité locale, parce qu'on parle aussi de la taxe foncière, est-ce qu'on utilise ce moment-là pour dire, en fait, on va faire de la péréquation entre territoires, on va faire de la cohésion territoriale avec cet outil fiscal ancien qui est la taxe d'habitation ou la taxe foncière, ou est-ce que juste on dit, on fige la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et puis les territoires qui ont moins, on continue à leur donner moins, et les territoires qui ont plus, on continue à leur donner plus. En plus, en disant aux collectivités, vous pourrez toujours augmenter vos droits de mutation à titre onéreux ou des choses comme ça. On voit bien que l'augmentation possible des droits de mutation à titre onéreux, ça va fortement favoriser les communes où il y a beaucoup de mobilité, où il y a beaucoup de propriétaires, où il y a beaucoup de transactions immobilières et où les prix sont chers. Par contre, les communes où il y a 80% de logements sociaux et où il n'y a aucune vente, les droits de mutation à titre onéreux, ils n'en ont rien à faire. Donc, une fois de plus, l'utilisation des outils publics, et l'outil fiscal est un levier d'action publique important, mais les outils publics sont importants pour faire de la cohésion territoriale. Ils sont nécessaires, pas suffisants, mais nécessaires. Pour terminer, quels autres outils alors que les outils publics pour favoriser la cohésion territoriale ? Ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai enlevé déjà ma conclusion avec la condition nécessaire ou suffisante de la croissance, donc il faut que je trouve autre chose. Il y a un élément qui est important, ce sont vraiment les outils de mobilité. C'est aussi comment éviter le sentiment de relégation, avoir l'impression de se retrouver dans un territoire en totale déshérence. Quand vous êtes dans une zone qui vient de... Pourquoi la souterraine, c'est aussi dramatique ? Parce que vous êtes dans une zone où vous avez des gens qui perdent leur emploi, qui ont acheté leur maison il y a quelques temps, et puis leur maison, d'un seul coup, le bassin d'emploi s'est vidé, leur maison ne vaut plus rien. Ils se retrouvent avec un actif qui est totalement dévalorisé, sans avoir de ressources. Ils perdent à la fois en revenus et ils perdent en richesse. Donc comment est-ce qu'on évite ce sentiment de relégation ? Comment est-ce qu'on peut imaginer des outils de portabilité de la valeur d'un bien immobilier qui va vous permettre de vous reloger ailleurs, de pouvoir passer assez rapidement d'un bassin d'emploi à un autre et de ne pas se retrouver collé dans des bassins d'emploi. Il y a aussi, à un moment, penser les conditions de la mobilité. C'est probablement un des axes importants sur lesquels le gouvernement, en tout cas la puissance publique, peut intervenir. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler de fiscalité locale tout à l'heure. Vous avez commencé à lancer le débat, Pierre Madec. Alors, c'est bientôt la pause, mais avant la pause, je voudrais appeler pour sa très bonne connaissance de la région, encore une fois, Grégory Sanson, qui est président de Lille Place Financière. Grégory Sanson, qui est aussi directeur financier du groupe d'agroalimentaire
Bonduel, et qui va nous parler, entre autres, des services à valeur ajoutée sur la métropole de Lille et puis des opportunités qui s'offrent à la région dans le contexte du Brexit. Très bien, et merci d'accueillir des locaux de l'Étape et de permettre d'évoquer l'engagement de Les Places Tertiaires, l'association Les Places Tertiaires et de Lille Place Financière dans la dynamique économique de la région. Alors, Les Places Tertiaires, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui est aidée par le conseil régional, qui est aidée par la Chambre de commerce et d'industrie, mais qui vit très largement de ses adhérents. Ces adhérents, en fait, ce sont des offreurs de services, de tertiaires à valeur ajoutée, des métiers des ressources humaines, des métiers de la stratégie, de la finance, du juridique. Et puis, d'autre part, les donneurs d'ordre, ce sont les entreprises. Tout ça concourt à la création d'un écosystème animé donc au travers de clubs thématiques, et un des clubs thématiques dont je suis le président est le club thématique Lille Place Financière. Lille Place Financière est né en fait de la disparition des bourses locales, donc la bourse de Lille. La bourse de Lille avait émulé un écosystème qui était extrêmement dynamique, et donc le risque à l'époque est de voir cet écosystème s'atrophier. Voilà, donc vous retrouvez au sein de Lille Place Financière les ordres, les experts comptables, vous retrouvez également des cabinets d'audit, vous retrouvez les banques, vous retrouvez les assureurs, les conseils financiers, tout ce qui fait aujourd'hui la richesse de cette région. Et vous avez peut-être vu à l'entrée de cette salle le guide des services financiers qui est à votre disposition, qui est gratuit et qui comprend les 300 acteurs de cette place financière. Alors notre ambition à Lille Place Financière, elle est rien de moins que de mettre la finance au service du développement économique et de l'emploi. Et à la liste que faisait Xavier Bertrand tout à l'heure des acteurs qui ont un rôle extrêmement important dans la dynamique du territoire, j'ajouterai également la dynamique privée. La dynamique privée à la condition expresse qu'elle se fédère. Alors notre ambition, c'est cela. Nos enjeux, j'en citerai 3. Le premier, c'est de développer les métiers à valeur ajoutée dans la métropole et favoriser l'implantation des décideurs. Le second, c'est résister à la concurrence de la métropole parisienne et de trouver des compétences, des expertises différenciantes. Et puis le troisième axe de travail, le troisième enjeu pour nous, c'est veiller à accompagner les territoires en dehors de la métropole. On parlait tout à l'heure de cohésion du territoire. Alors pourquoi s'intéresser en premier lieu aux tertiaires à valeur ajoutée ? C'est simplement parce que développer des services à valeur ajoutée, une expertise pointue, c'est attirer des sièges sociaux, c'est attirer des décideurs. Les décideurs prendront des décisions d'achat, prendront des décisions d'investissement, et la plupart du temps, ils le feront également avec leur environnement immédiat. Donc attirer des sièges sociaux, attirer des décideurs, c'est créer de la commande dans la région, et donc favoriser du développement économique et de l'emploi. Alors le tertiaire à valeur ajoutée, il ne se développe pas hors sol. Il se nourrit d'un environnement économique diversifié, et on est plutôt privilégié dans la région. C'est vrai que la place financière est la 3e place financière de France après Paris et après Lyon, mais on a également un secteur de distribution qui est extrêmement développé, et on a un tissu industriel qui a certes souffert, mais qui reste extrêmement dynamique. Et on le rappellera jamais assez, les services à valeur ajoutée, le tertiaire, ne peut se développer qu'à partir d'une base industrielle extrêmement forte. Et je souligne que dans la région, on a eu une initiative assez originale de créer un haut commissariat à la revitalisation industrielle, à leur réindustrialisation. Je constate d'ailleurs, Philippe, qu'à chaque fois qu'il y a une initiative originale, que ce soit REF3 ou que ce soit le haut commissariat, on vous le confie. Et je trouve ça assez logique. Et puis c'est également, vous l'avez vu tout à l'heure, une priorité du président Bertrand. Donc on développe des manifestations, on fait connaître ces services à valeur ajoutée dans la région, et on favorise leur implantation. Donc ça, c'est notre premier enjeu. Le deuxième enjeu, résister à Paris et développer les expertises. Résister à Paris, simplement parce que parmi les atouts qui sont souvent cités concernant Lille, c'est sa connectivité. Le fait qu'on puisse assez facilement se déployer en Europe à partir soit des voies de communication terrestres, soit à partir des aéroports. Mais ce qui est une opportunité est également notre premier risque. C'est-à-dire qu'on a souvent le réflexe, je le vis aussi dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a souvent le réflexe d'aller chercher à Paris ce qu'on peut tout à fait trouver de grande qualité en région.
Et donc ça, il faut le faire savoir, il faut le développer. Et au-delà de la mise en valeur de l'offre que je viens d'évoquer, l'offre de services à valeur ajoutée, il faut également nourrir cet écosystème. Donc on a des actions vis-à-vis notamment de la population estudiantine. On va rencontrer les étudiants pour leur faire connaître ce qu'est le secteur de la finance, la richesse des emplois que l'on a également dans la région dans ce secteur-là. On peut travailler à la fois dans le monde de la banque, de l'assurance, mais on peut également faire de la finance de l'entreprise. On peut le faire dans des grandes entreprises, on peut le faire dans les petites entreprises et dans différents secteurs. Et donc il est très important de développer cette appétence pour la finance. Et une fois qu'on les a formés, ce qui est tout aussi important, c'est de les garder. D'où cette promotion que l'on fait des carrières en finance dans la région. Pour l'île Place Financière, en fait, on a deux priorités. C'est le Brexit et les fintechs. Alors le Brexit, pourquoi ? Au-delà de partager une certaine similarité en matière de climat avec Londres, vous savez que dans le cadre du Brexit, il y a la disparition du fameux passeport européen qui empêchera des entreprises qui sont simplement immatriculées à Londres de pouvoir opérer sur l'ensemble du territoire européen. Alors on a énormément d'atouts dans la région. On a cette connectivité que j'évoquais, on a un foncier qui est disponible et compétitif. Alors évidemment, si on se compare à Paris, mais même si on se compare à Lyon, on a un différentiel de l'ordre de 30%. On a une population formée. Et puis, évidemment, on ne va pas se battre pour aller chercher Goldman Sachs ou Merrill Lynch. Ce n'est pas notre enjeu. Là aussi, il faut choisir ses batailles. Nous, nos batailles, c'est très clairement les petites sociétés de gestion qui sont extrêmement vigilantes à la structure de coûts et qui vont justement chercher cette compétitivité d'implantation. Et puis également les back-office. Les back-office qui ont cet intérêt de correspondre à la structure des populations formées que nous avons dans la métropole. Là aussi, il faut adopter ces ambitions à ce qu'offre le territoire. Et puis, c'est également un pourvoyeur en emploi extrêmement important. Donc on a très clairement choisi dans le cadre du Brexit, en travaillant avec la Chambre de commerce, en travaillant avec le président Bertrand au travers de la task force, de cibler ces deux axes-là. Et puis, l'autre élément, ce sont les fintechs. Les territoires, c'est un peu comme les entreprises. Il faut choisir des axes, il faut choisir des segments et puis investir sur ces domaines-là. Les fintechs, pourquoi ? Alors, d'abord, cette place financière qui est extrêmement dynamique. Et puis, on a également dans la région un outil formidable qui est Euratechnologies, qui rayonne sur l'ensemble aujourd'hui du numérique, certes, mais sur lequel l'aspect fintech a été pris en considération et une verticale est en train d'être réfléchie. Ce que je voudrais simplement souligner d'une part, c'est que ça ne peut pas être que le problème d'un incubateur. Il faut un écosystème si on veut développer une compétence particulière. Donc c'est de la recherche, c'est de la formation. On a la chance quand même dans la région d'avoir 3 écoles de commerce qui sont dans le Financial Times 100, c'est-à-dire parmi les 100 premières écoles de commerce mondiales. Il faut en bénéficier. On a l'ensemble de cet environnement économique d'implantation. Il faut également en bénéficier. On a des structures de promotion, NFI, Lille Agency. C'est tout cet écosystème qui doit se mettre en rayonnement pour promouvoir la région et aller chercher des fintechs. Alors chercher des fintechs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller chercher des entreprises qui vont se développer, qui vont créer des emplois, mais pas uniquement. Aujourd'hui, c'est une rupture, cette fintech au sens large. Dedans, je mets donc c'est en fait les métiers du numérique appliqués à la finance, mais également à l'assurance, mais également au droit. C'est une rupture tout à fait fondamentale dans ces métiers très traditionnels. Et donc, les fintech est un secteur en soi, mais au sein aujourd'hui des acteurs traditionnels, il y a des centres d'expertise qui veulent vivre en porosité avec ces fintech. Développer une compétence fintech dans la région, c'est également l'opportunité d'accueillir ces centres de compétences des acteurs traditionnels de la finance dans notre région. Et là, vous imaginez bien que le nombre d'emplois qui sont concernés sont beaucoup plus importants. Ceci est très important pour accompagner la mutation numérique de notre région. Et puis enfin, le troisième enjeu, de la même façon que nos actions sont plus tournées vers les TPE ou les PME que les grandes entreprises, il ne faut pas oublier, au-delà de la métropole, l'ensemble du territoire. Alors on le disait tout à l'heure, c'est vrai que les métiers du tertiaire à valeur ajoutée se cristallisent au niveau des métropoles. Pour autant,
l'ensemble de la demande en matière de métiers financiers, elle ne réside pas uniquement dans les métropoles. Et donc, il faut aller au contact des territoires, être présent à Boulogne, être présent à Valenciennes, être présent à Amiens. Et c'est là aussi une des volontés de notre part de rayonner sur l'ensemble du territoire avec des manifestations qui sont peut-être d'ailleurs plus importantes. Certes, on attirera un peu moins de monde, mais qui sont tout aussi, voire plus importantes, d'être à Boulogne, à Amiens ou à Valenciennes. Donc voilà ce qu'est l'ambition de l'île Place Tertiaire et au métier de la finance de l'île Place Financière, être un acteur dynamique du développement de la région, mais de l'ensemble de la région. Merci beaucoup Grégory Sanson. Alors vous avez conclu la première partie de notre après-midi. On va faire une pause. Je pense que tout le monde sera content de faire une petite pause. Après, il y aura une petite heure de débat avant que vous puissiez poser vos questions. Et puis après, il y a le cocktail pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc à tout à l'heure, on vous laisse un petit quart d'heure si vous voulez bien.